Qu'est-ce que ça vous indique? Cette imposante masse de glace est littéralement ancrée au terrain. L'extrémité frontale du glacier, fermement soudée au socle rocheux, a enduré une pression croissante venant de l'amont, jusqu'à ce qu'elle finisse par se fracturer et basculer vers l'avant. Cette observation pourrait expliquer pourquoi le glacier du Birch a littéralement explosé. Le front du glacier était vraisemblablement pris dans la glace. Mais à l'arrière, les éboulements du Nesthorn faisaient peser sur lui une charge de plus en plus forte. La pression a provoqué la formation d'eau sous le glacier, dont l'épaisseur peut atteindre jusqu'à 50 mètres, créant une véritable couche de glissement. Sous la pression excessive, 3 millions de mètres cubes de glace et 6 millions de mètres cubes de roches se sont effondrés d'un coup dans la vallée. C'est extrême. Il ne reste que des débris. C'est une zone totalement sinistrée. On voit la Lonza qui coule. Et comment? Le foyer de tant de personnes? Mais quand on voit ça, bien sûr, on se demande si c'est simplement un événement extrêmement rare ou si c'est dû au changement climatique. Daniel Farinotti tient à nous montrer ce qu'il a observé lors de l'inspection du cône d'éboulis. Tu as été parmi les premiers à accéder au cône d'éboulis. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que c'est? Là, ça ressemble simplement à de la boue et de la roche. Mais si on regarde de plus près, c'est quoi? C'est en effet un mélange de roche et de boue, mais aussi d'une quantité assez importante de glace. La vraie question, c'était quelle quantité de glace ce mélange contient-il? Dans les faits, on a observé des blocs de glace. C'est un bloc de glace mélangé à tout ce qui est descendu. Celui-là fait environ 1,50 m de long. J'ai voulu le voir de plus près et j'ai commencé à creuser. Tu t'es dit qu'à un moment, tu tomberais sur de la glace? Exactement. On sentait que ce bloc était froid. J'ai creusé, mais dessous, c'était toujours pareil, toujours ce mélange. J'ai trouvé ça bizarre. Je voulais savoir, parce que c'est important, quelle proportion d'eau et de glace le constituait. J'ai alors prélevé un échantillon à l'aide d'un petit tube. Et qu'est-ce que tu as constaté? J'ai d'abord laissé le tube reposer pendant la nuit, avant de poursuivre. Mais regarde, la flèche indique la séparation entre l'eau en surface et les matériaux fins déposés au fond. Les analyses complémentaires ont montré qu'il reste encore beaucoup de glace dans tout le cône d'éboulis. Environ un tiers. Le reste est surtout constitué de terre et de gravats. Quel rôle cette glace joue-t-elle dans l'évolution future de ce cône? Tant qu'il y a de la glace à l'intérieur, elle continuera à fondre. Le cône va continuer à s'affaisser lentement. Il faudra donc du temps avant qu'il soit stable et qu'on puisse à nouveau construire dessus ou faire autre chose. Qu'est-ce que tu entends par « il faudra du temps » ? Combien de temps? Ça se compte en années. Ça dépendra aussi des conditions climatiques et de l'évolution du terrain. Dès qu'on aura plus de données, on pourra avoir une estimation plus précise. Ça te paraît possible qu'on reconstruise Blatten, à Blatten, là où se trouve le cône d'éboulis? Je pense que c'est encore trop tôt. C'est trop tôt pour parler de l'emplacement exact et je ne suis pas compétent pour répondre à cette question. Ce que je peux dire, c'est qu'il faudra réévaluer la situation, notamment la zone de danger qui devra être constamment ajustée. Pas seulement actuellement, c'est lié aux évolutions à venir.